Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La dernière fois, je vous ai lu la première partie de Aria Marcella, une histoire qui se passe à Pompéi, ville antique. 3 amis visitent le musée de Naples. L'un d'entre eux, Octavien, tombe amoureux d'une femme dont il n'a aperçu que le moulage d'un sein parfait laissé dans la lave du Vésuve. En visitant les ruines de Pompéi, notre romantique découvre la maison où vécut cette femme, et une émotion si forte s'empare de lui qu'il décide le soir même, au clair de lune, de retourner arpenter la ville qui lui réserve bien des surprises. La lune illuminait de sa lueur blanche les maisons pâles, divisant les rues en 2 tranches de lumière argentée et d'ombre bleuâtre. Ce jour nocturne, avec ses teintes ménagées, dissimulait la dégradation des édifices. L'on ne remarquait pas, comme à la clarté crue du soleil, les colonnes tronquées, les façades sillonnées de lézardes, les toits effondrés par l'éruption. Les parties absentes se complétaient par la demi-teinte et un rayon brusque, comme une touche de sentiment dans l'esquisse d'un tableau, indiquait tout un ensemble écroulé. Les génies taciturnes de la nuit semblaient avoir réparé la cité fossile pour quelques représentations d'une vie fantastique. Quelquefois même, Octavien crut voir se glisser de vagues formes humaines dans l'ombre, mais elles s'évanouissaient dès qu'elles atteignaient la portion éclairée. De sourds chuchotements, une rumeur indéfinie voltigeait dans le silence. Notre promeneur les attribua d'abord à quelques papillonnements de ses yeux, à quelques bourdonnements de ses oreilles. Ce pouvait être aussi un jeu d'optique, un soupir de la brise marine, ou la fuite à travers les orties d'un lézard ou d'une couleuvre, car tout vit dans la nature, même la mort, tout bruit, même le silence. Cependant, il éprouvait une espèce d'angoisse involontaire, un léger frisson qui pouvait être causé par l'air froid de la nuit, et faisait frémir sa peau. Il retourna 2 ou 3 fois la tête, il ne se sentait plus seul comme tout à l'heure dans la ville déserte. Ses camarades avaient-ils eu la même idée que lui, et le cherchaient-ils à travers ces ruines? Ces formes entrevues, ces bruits indistincts de pas, étaient-ce Max et Fabio marchant et causant, et disparu à l'angle d'un carrefour? Cette explication toute naturelle, Octavien comprenait à son trouble qu'elle n'était pas vraie, et les raisonnements qu'il faisait là-dessus à part lui ne le convainquaient pas. La solitude et l'ombre s'étaient peuplées d'êtres invisibles qu'il dérangeait. Il tombait au milieu d'un mystère, et l'on semblait attendre qu'il fût parti pour commencer. Telles étaient les idées extravagantes qui lui traversaient la cervelle et qui prenaient beaucoup de vraisemblance de l'heure, du lieu et de 1000 détails alarmants que comprendront ceux qui se sont trouvés de nuit dans quelques vastes ruines. En passant devant une maison qu'il avait remarquée pendant le jour et sur laquelle la lune donnait en plein, il vit dans un état d'intégrité parfaite un portique dont il avait cherché à rétablir l'ordonnance. 4 colonnes d'ordre dorique cannelées jusqu'à mi-hauteur, et le fût, enveloppé comme d'une draperie pourpre d'une teinte de minium, soutenait une simèse coloriée d'ornements polychromes que le décorateur semblait avoir achevé hier. Sur la paroi latérale de la porte, un molosse de Laconie, exécuté à l'encaustique et accompagné de l'inscription sacramentelle « Cawe Canem », aboyait à la lune et aux visiteurs avec une fureur peinte. Les murs extérieurs, teints d'ocre et de rubriques, n'avaient pas une crevasse.
La maison s'était exhaussée d'un étage, et le toit de tuiles dentelé d'un acrotère de bronze projetait son profil intact sur le bleu léger du ciel où pâlissaient quelques étoiles. Cette restauration étrange, faite de l'après-midi au soir par un architecte inconnu, tourmentait beaucoup Octavien, sûr d'avoir vu cette maison le jour même dans un fâcheux état de ruine. Le mystérieux reconstructeur avait travaillé bien vite, car les habitations voisines avaient le même aspect récent et neuf. Tous les piliers étaient coiffés de leurs chapiteaux. Pas une pierre, pas une brique, pas une pellicule de stuc, pas une écaille de peinture ne manquait aux parois luisantes des façades. Et par l'interstice des péristyles, on entrevoyait, autour du bassin de marbre du cavédium, des lauriers roses et blancs, des myrtes et des grenadiers. Tous les historiens s'étaient trompés. L'éruption n'avait pas eu lieu. Ou bien l'aiguille du temps avait reculé de 20 heures séculaires sur le cadran de l'éternité. Octavien, surpris au dernier point, se demanda s'il dormait tout debout et marchait dans un rêve. Il s'interrogea sérieusement pour savoir si la folie ne faisait pas danser devant lui ses hallucinations. Mais il fut obligé de reconnaître qu'il n'était ni endormi ni fou. Un changement singulier avait eu lieu dans l'atmosphère. De vagues teintes roses se mêlaient, par dégradations violettes, aux lueurs azurées de la lune. Le ciel s'éclaircissait sur les bords. On eût dit que le jour allait paraître. Octavien tira sa montre. Elle marquait minuit. Craignant qu'elle ne fût arrêtée, il poussa le ressort de la répétition. La sonnerie tinta 12 fois. Il était bien minuit, et cependant la clarté allait toujours augmentant. La lune se fondait dans l'azur de plus en plus lumineux, le soleil se levait. Alors Octavien, en qui toutes les idées de temps se brouillaient, put se convaincre qu'il se promenait non dans une Pompéi morte, froid cadavre de ville qu'on a tiré à demi de son linceul, mais dans une Pompéi vivante, jeune, intacte, sur laquelle n'avaient pas coulé les torrents de boue brûlante du Vésuve. Un prodige inconcevable le reportait, lui, Français du XIXe siècle, au temps de Titus, non en esprit, mais en réalité, où faisait revenir à lui, du fond du passé, une ville détruite avec ses habitants disparus, car un homme vêtu à l'antique venait de sortir d'une maison voisine, et passa à côté d'Octavien sans le voir. Il se dirigeait vers le forum. C'était un esclave, il n'y avait pas à s'y tromper. Des bruits de roues se firent entendre et un char antique, traîné par des bœufs blancs et chargé de légumes, s'engagea dans la rue. À côté de l'attelage marchait un bouvier aux jambes nues et brûlées par le soleil, aux pieds chaussés de sandales et vêtu d'une espèce de chemise de toile bouffant à la ceinture. Il touchait gravement ses bêtes de l'aiguillon, avec une pose de statue à faire tomber Ingres en extase. Le bouvier aperçut Octavien et parut surpris, mais il continua sa route. La ville se peuplait graduellement comme un de ces tableaux de diorama, d'abord désert, et qu'un changement d'éclairage anime de personnages invisibles jusque-là. Les sentiments qu'éprouvait Octavien avaient changé de nature. Tout à l'heure, dans l'ombre trompeuse de la nuit, il était en proie à ce malaise dont les plus braves ne se défendent pas, au milieu de circonstances inquiétantes et fantastiques que la raison ne peut expliquer. Sa vague terreur s'était changée en stupéfaction profonde. Il ne pouvait douter, à la netteté de leur perception, du témoignage de ses sens, et cependant, ce qu'il voyait était parfaitement incroyable. Mal convaincu encore, il cherchait par la constatation de petits détails réels à se prouver qu'il n'était pas le jouet d'une hallucination. Ce n'étaient pas des fantômes qui défilaient sous ses yeux, car la vive lumière du soleil les illuminait avec une réalité irrécusable, et leurs ombres allongées par le matin se projetaient sur les trottoirs et les murailles. Ne comprenant rien à ce qui lui arrivait, Octavien, ravi au fond de voir un de ses rêves les plus chers accompli, ne résista plus à son aventure. Il se laissa faire à toutes ces merveilles, sans prétendre s'en rendre compte. Il se dit que puisqu'en vertu d'un pouvoir mystérieux il lui était donné de vivre quelques heures dans un siècle disparu,
Il ne perdrait pas son temps à chercher la solution d'un problème incompréhensible, et il continua bravement sa route en regardant à droite et à gauche ce spectacle si vieux et si nouveau pour lui. Mais à quelle époque de la vie de Pompéi est-il transporté ? Une inscription d'édilité, gravée sur une muraille, lui apprit, par le nom des personnages publics, qu'on était au commencement du règne de Titus, soit en l'an 79 de notre ère. Une idée subite traversa l'âme d'Octavien. La femme dont il avait admiré l'empreinte au musée de Naples devait être vivante, puisque l'éruption du Vésuve dans laquelle elle avait péri eut lieu le 24 août de cette même année. Il pouvait donc la retrouver, la voir, lui parler. Le désir fou qu'il avait ressenti à l'aspect de cette cendre moulée sur des contours divins allait peut-être se satisfaire, car rien ne devait être impossible à un amour qui avait eu faire reculer le temps et passer 2 fois à la même heure dans le sablier de l'éternité. Un noble jeune homme l'aborde et l'invite à le suivre au théâtre où se donne une comédie de Plaute, la Cassina. Ils parlent en latin, bien sûr notre héros a appris le latin à l'école. Au théâtre, Octavien est stupéfait et charmé du spectacle qu'il découvre dans les gradins. Les spectateurs retiennent particulièrement son attention. Tout à coup, il se fige. Dans la travée des femmes, il venait d'apercevoir une créature d'une beauté merveilleuse. À dater de ce moment, les charmants visages qui avaient attiré son œil s'éclipsèrent comme les étoiles devant Phébé. Tout s'évanouit, tout disparut comme dans un songe. Un brouillard estompa les gradins fourmillants de monde, et la voix criarde des acteurs semblait se perdre dans un éloignement infini. Il avait reçu au cœur comme une commotion électrique, et il lui semblait qu'il jaillissait des étincelles de sa poitrine lorsque le regard de cette femme se tournait vers lui. Elle était brune et pâle, ses cheveux ondés et crépelés, noirs comme ceux de la nuit, se relevaient légèrement vers les tempes à la mode grecque, et dans son visage d'un ton mat brillaient des yeux sombres et doux, chargés d'une indéfinissable expression de tristesse voluptueuse et d'ennui passionné. Sa bouche, dédaigneusement arquée à ses coins, protestait par l'ardeur vivace de sa pourpre enflammée contre la blancheur tranquille du masque. Son col présentait ces belles lignes pures qu'on ne retrouve à présent que dans les statues. Ses bras étaient nus jusqu'à l'épaule, et de la pointe de ses seins orgueilleux, soulevant sa tunique d'un rose mauve, partaient 2 plis qu'on aurait pu croire fouillés dans le marbre par Phidias ou Cléomène. La vue de cette gorge d'un contour si correct, d'une coupe si pure, troubla magnétiquement Octavien. Il lui sembla que ces rondeurs s'adaptaient parfaitement à l'empreinte en creux du musée de Naples, qu'il avait jetée dans une si ardente rêverie, et une voix lui cria au fond du cœur que cette femme était bien la femme étouffée par la cendre du Vésuve à la villa d'Arius Diomède. Par quel prodige la voyait-il vivante, assistant à la représentation de la Cassina de Plaute ? Il ne chercha pas à se l'expliquer. D'ailleurs, comment était-il là lui-même ? Il accepta sa présence comme dans le rêve on admet l'intervention de personnes mortes depuis longtemps et qui agissent pourtant avec les apparences de la vie. D'ailleurs, son émotion ne lui permettait aucun raisonnement. Pour lui, la roue du temps était sortie de son ornière et son désir vainqueur choisissait sa place parmi les siècles écoulés. Il se trouvait face à face avec sa chimère, une des plus insaisissables, une chimère rétrospective. Sa vie se remplissait d'un seul coup. En regardant cette tête si calme et si passionnée, si froide et si ardente, si morte et si vivace, il comprit qu'il avait devant lui son premier et son dernier amour, sa coupe d'ivresse suprême. Il sentit s'évanouir comme des ombres légères les souvenirs de toutes les femmes qu'il avait cru aimer, et son âme redevenir vierge de toute émotion antérieure. Le passé disparut. Cependant la belle Pompéienne, le menton appuyé sur la paume de la main, lançait sur Octavien, tout en ayant l'air de s'occuper de la scène,
le regard velouté de ses yeux nocturnes. Et ce regard lui arrivait lourd et brûlant comme un jet de plomb fondu. Puis elle se pencha vers l'oreille d'une fille assise à son côté. La représentation s'acheva. La foule s'écoula par les vomitoires. Octavien s'élança par la première sortie qui s'offrit à ses pas. À peine eut-il atteint la porte qu'une main se posa sur son bras et qu'une voix féminine lui dit d'un ton bas, mais de manière qu'il ne perdit pas un mot, « Je suis Tyché Novoleia, commise au plaisir d'Aria Marcella, fille d'Arius Diomède. Ma maîtresse vous aime, suivez-moi. » Aria Marcella venait de monter dans sa litière, portée par 4 forts esclaves syriens nus jusqu'à la ceinture, et faisant miroiter au soleil leurs torses de bronze. Le rideau de la litière s'entr'ouvrit, et une main pâle, étoilée de bagues, fit un signe amical à Octavien, comme pour confirmer les paroles de la suivante. Le pli de pourpre retomba, et la litière s'éloigna au pas cadencé des esclaves. Tyché fit passer Octavien par des chemins détournés, coupant les rues en posant légèrement le pied sur les pierres espacées qui relient les trottoirs et entre lesquelles roulent les roues des chars, et se dirigeant à travers le dédale avec la précision que donne la familiarité d'une ville. Octavien remarqua qu'il franchissait des quartiers de Pompéi que les fouilles n'ont pas découverts et qui lui étaient en conséquence complètement inconnus. Ils arrivèrent à une porte dérobée qui s'ouvrit et se ferma aussitôt. Au fond de la salle, sur un biclinium ou lit à 2 places, était accoudée Aria Marcella, dans une pose voluptueuse et sereine qui rappelait la femme couchée de Phidias sur le fronton du Parthénon. « Oh, lorsque tu t'es arrêté au studi à contempler le morceau de boue durci qui conserve ma forme, dit Aria Marcella en tournant son long regard humide vers Octavien, et que ta pensée s'est élancée ardemment vers moi, mon âme l'a senti dans ce monde où je flotte invisible pour les yeux grossiers. La croyance fait le Dieu, et l'amour fait la femme. On n'est véritablement morte que quand on n'est plus aimé. Ton désir m'a rendu la vie. La puissante évocation de ton cœur a supprimé les distances qui nous séparaient. » L'idée d'évocation amoureuse qu'exprimait la jeune femme rentrait dans les croyances philosophiques d'Octavien, croyances que nous ne sommes pas loin de partager. En effet, rien ne meurt, tout existe toujours. Nulle force ne peut anéantir ce qui fut une fois. Toute action, toute parole, toute forme, toute pensée tombée dans l'océan universel des choses y produit des cercles qui vont s'élargissant jusqu'aux confins de l'éternité. La figuration matérielle ne disparaît que pour les regards vulgaires, et les spectres qui s'en détachent peuplent l'infini. Paris continue d'enlever Hélène dans une région inconnue de l'espace. La galère de Cléopâtre gonfle ses voiles de soie sur l'azur d'un Cydnus idéal. Quelques esprits passionnés et puissants ont pu amener à eux des siècles écoulés en apparence et faire revivre des personnages morts pour tous. Faust a eu pour maîtresse la fille de Tyndare et l'a conduite à son château gothique, du fond des abîmes mystérieux de l'Hadès. À mon dégoût des autres femmes, répondit Octavien, à la rêverie invincible qui m'entraînait vers ces types radieux au fond des siècles comme des étoiles provocatrices, je comprenais que je n'aimerais jamais que hors du temps et de l'espace. C'était toi que j'attendais, et ce frêle vestige conservé par la curiosité des hommes m'a par son secret magnétisme mis en rapport avec ton âme. Je ne sais si tu es un rêve ou une réalité, un fantôme ou une femme, si comme Ixion je serre un nuage sur ma poitrine abusée, si je suis le jouet d'un vil prestige de sorcier, mais ce que je sais bien, c'est que tu seras mon premier et mon dernier amour. Je vous ai lu une nouvelle de Théophile Gautier, Aria Marcella, parue en 1852. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.